21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir immense de retrouver le peuple africain pour la balade panafricaine sur Info TV. Chaque lundi, 21h, heure de Yaoundé au Cameroun, nous refaisons l'actualité panafricaine. Et ce soir, nous allons nous intéresser à une mode ou alors à un modus operandi qui a foison sur l'espace politique africain. On va interroger le fundraising. Oui, cette mode qui consiste justement à collecter des fonds auprès de certaines entités, auprès de la diaspora, comme c'est le cas à l'aube des élections présidentielles sur le continent. On va s'interroger si c'est véritablement la nouvelle mode, la nouvelle ère. Comment est-ce qu'elle se pratique, cette mode du fundraising? Quels sont les enjeux? Quels sont les dangers? Alors que l'on brasse énormément d'argent, alors qu'il y a des flux d'argent entre la diaspora, entre le continent, comment est-ce que s'opère ce modus operandi du fundraising sur le continent? Ce sera l'introduction de ce plateau, de cette édition de Ourou Africa sur Info TV. Et nous irons aussi là vers une autre problématique qui interpelle le continent. Alors que les prix Nobel sont annoncés ici et là, on va se poser la question de savoir pourquoi les chefs d'État africains semblent ignorer lorsqu'on parle de prix Nobel. Il y en a nombreux sur le continent qui ont œuvré à construire des idéaux de paix, qui ont œuvré justement à faciliter la paix. Mais on a l'impression que lorsqu'on arrive, lorsqu'on décerne les lauréats, les chefs d'État africains sont ignorés. Pourquoi est-ce qu'ils sont ignorés lorsqu'on parle de prix Nobel? On en parle aussi ce soir sur Ourou Africa. C'est la balade panafricaine sur Info TV, mesdames, messieurs. Je prends la respiration et je reviens tout de suite après pour la présentation de ceux qui nous accompagnent ce soir. De nouveau sur Ourou Africa, justement pour nous accompagner sur les problématiques inscrites à l'ordre de l'histoire. On va dire bonsoir justement à Timothée Essomba Abena, c'est le DP, République Presse, c'est le journaliste, c'est le juriste, beaucoup de casquettes en une seule. Timothée Essomba, bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir à mes co-discutants. Mais mon bonheur est heureux d'avoir été une fois de plus associé à cette agape intellectuelle panafricaine. Je m'en voudrais de clore mon propos sans adresser un coucou au top management d'Info TV et sans oublier quelques fidèles téléspectatrices qui sont de plus en plus nombreuses. Je vais faire un coucou ici à Oriane, la patronat. Ce poème aux dirigeants de relâcher, de libérer et de manière effective la décentralisation au travers des GECOM, au travers de ce projet. Et je l'ai souvent dit ici, il y a des bons projets, il y a parfois des bons leaders comme le président de CVUC et le parrain de l'événement, mais est-ce que le gouvernement va suivre? Ce qui est sûr, c'est que les GECOM se poursuivent demain en atelier et s'achèvent mercredi prochain, mercredi 4. Donc, pour ce qui est des 2 prochains jours, la suite est là et ce n'était que le début que vous avez pu apercevoir aujourd'hui. Les ateliers seront les plus importants puisque ce sera véritablement à ce niveau que les communes vont se vendre, que les partenaires vont observer, dénicher des niches d'investissement. On a vu les partenaires marocains, on a vu le partenaire français sur différents projets. On voit le partenaire chinois aussi très présent. Les GECOM, ça bouge de ce côté. C'est jusqu'au 4 juin prochain, c'est-à-dire jusqu'à mercredi. Lui aussi, il bouge beaucoup en ce moment. Il est journaliste, il est désormais auteur. Simon Messengue, vous êtes sur Ourou Africa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, je voudrais davantage vous saluer parce que le journalisme au Cameroun a pris de l'ampleur et davantage
beaucoup de personnes doivent copier votre exemple. Vous savez, beaucoup aujourd'hui sont restés dans le confinement camerounais. J'ai vu votre émission samedi dernier. Oui. Au World Actu, on parlait de la crise russo-ukrainienne. J'étais très émerveillé. Quand les gens parlent de l'Afrique, nous, on ne peut pas parler du monde. On ne peut pas parler de l'Europe, on ne peut pas parler de leur méandre. J'ai été très fier d'avoir un plateau mondial. Oui. Vous aviez l'Europe, vous aviez l'Afrique. Je mets quiconque à défi sur les médias qui émettent partout dans le monde de nous montrer un plateau avec une certaine diversité de pensées. Moi, ça m'a plu. Ça m'a permis de comprendre qu'aujourd'hui, je ne vais pas saluer le PDG, c'est mon grand frère. Hein. Je ne vais pas le saluer, mais je veux saluer l'intelligentsia qui travaille, la cheville ouvrière qui travaille dessus. Il est au niveau stratégique, mais là c'est le niveau opérationnel. On s'est bien rendu compte que, vu de l'Afrique, comment est-ce qu'on voit le multilatéralisme du monde? Il y avait des confrontations. Oui. Comment est-ce que l'Europe pense la crise ukrainienne? Mais comment est-ce que l'Afrique pense la crise ukrainienne? Vraiment, c'était quelque chose de bien. J'ai même fait des petites capsules. Oui. Pour faire comprendre aux gens que pendant que des individus qui nous humilient à manque de vision, c'est-à-dire que j'ai jamais vu dans le monde entier un leader politique aller faire une campagne. Alors, vous écoutez, non, ce n'est pas l'estrade. Je suis en train de dire que voici quelque chose qui est humiliant à la limite. Humiliant pourquoi? Nous parlons de la géopolitique mondiale. Oui. Vous avez organisé World Africa sur le World Actu. World Actu, autant pour moi, sur c'est-à-dire que sur la supervision du PDG. Parce que c'est lui qui a donné le là. Tout à fait. Très bien. Maintenant, dans l'imagerie populaire du monde entier, avez-vous vu quelqu'un qui veut aspirer à une présidentielle, aller faire une campagne dans un continent autre que le sien? Alors, je voudrais dire une chose. Vous chutez, Simon Messengue. Nous avons un menu chargé ce soir. Très bien. Alors, je voudrais dire une chose, Stéphane. C'est qu'à un moment donné, je souhaite vivement que les directeurs de publication, que les promoteurs de télévision ne nous fassent plus vivre une telle humiliation en relayant de telles informations, de telles inepties. Si les gens ne veulent pas comprendre qu'en 2025, la plupart des pays sont des pays démocratiques, en dehors d'être des théocraties ou des monarchies, en tout cas le Cameroun est une démocratie, que vraiment le contre-pouvoir qui est les médias et que vous représentez nous fasse plus vivre telles humiliations. On vous a compris, Simon Messengue. Voilà. Nous sommes des relais. L'actualité, nous la dénichons partout où elle se trouve. Et justement, cette actualité-là a été fortement commentée. Donc, à chacun ses goûts. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est des opinions. Vous avez la vôtre. Merci d'être présent sur ce plateau. Alors, très rapidement, on va entrer dans ce qui nous concerne ce soir. Pour Stéphane Manunga, on va parler d'abord en quelques mots très rapides. Parce que c'est la grande actualité, la grande mode. Alors oui, je l'ai dit, des présidentielles, on parle des fundraising. Fundraising, c'est grande cotisation ou alors captation de capitaux forcément en Occident, à la diaspora. Comment est-ce que vous définissez d'abord ces fundraising-là et comment vous vous positionnez par rapport à ces financements parfois venus de l'extérieur? Non, ce sont simplement des modes de financement alternatifs. Oui. Parce que les partis politiques jouissent de deux modes de financement. Il y a les financements classiques, c'est-à-dire les financements qui sont reconnus par la loi. Si on prend par exemple le cas du Cameroun, on a le code électoral qui apporte des précisions sur les financements et la loi de 2000 qui apporte également des précisions. Donc, en dehors de ces précisions qui concernent les financements publics, il y a les financements privés. Parmi les financements privés, il y a les membres qui peuvent cotiser et il y a les levées de fonds externes.
Pour moi, en tant qu'analyste, pour moi, je n'y trouve pas d'inconvénient, à condition que ce soit utilisé pour l'objet pour lequel on a levé le fonds, parce que, oui, c'est ça. Moi, c'est ça ma préoccupation. Ça veut dire, si vous nous dites que vous voulez lever les fonds pour faire une campagne électorale, il faudrait que cet argent serve véritablement à la campagne électorale et à rien d'autre. Et la difficulté qu'il y a également avec ces levées de fonds, c'est que la plupart du temps, ce ne sont pas les militants. Ça peut être des sympathisants. Et quand vous êtes sympathisant, vous n'avez pas de carte de membre. Et d'après le statut, vous n'avez pas qualité d'ester en justice contre le parti politique. Parce que je crois pour attaquer un parti politique, il faudrait que vous soyez membre. Et que vous ayez cotisé. Et puisque vous êtes membre, vous avez qualité, vous pouvez justement dénoncer et attaquer. Donc c'est ce côté qu'il faut dénoncer, parce que on a l'impression que parfois c'est une forme d'escroquerie. Parce qu'à la fin, on ne nous rend pas compte. Pour Stéphane Manonga, pour sortir, nous sommes en veille des présidentielles dans de nombreux pays africains, parce qu'elles sont nombreuses. Il y en a une au Congo-Brazzaville en 2026. Une au Cameroun en 2025, une en Côte d'Ivoire. Elles sont nombreuses, mais le modus operandi reste le même. Comment est-ce que vous, au Cameroun, c'est à chaque leader son annonce de fundraising. Maurice Kamto, je crois, le guide de Jouvence, Valère Bessala, a aussi annoncé qu'il s'adonnait à l'exercice. Nous avons Jean Gouette, qui aussi, Cabral, tout le monde fait son fundraising. On a l'impression véritablement qu'il faut commencer à s'interroger sur ce modus operandi et sur ses motivations. C'est justement là où j'allais arriver. Et c'est là où, dans un pays, il est important d'avoir des députés proactifs. Parce que, à l'allure où vont les choses, il est temps qu'on légifère et on encadre ces levées des fonds. Pour que ça n'aille plus dans tous les sens. Parce que, généralement, quand ils finissent de faire des levées de fonds, on n'a pas de compte rendu. Je dis on n'a pas de compte rendu. Si on prend l'élection 2018, par exemple, au Cameroun, tous ceux qui ont levé les fonds n'ont pas fait les comptes rendus. Ça pose un problème. Peut-être ils ont fait la militant ou alors à ceux qui ont contribué. Quand ils ont fait la levée des fonds, nous tous on était au courant. Ça veut dire aussi que le compte rendu doit être public. Puisque la levée de fonds elle est publique, tout le monde est au courant que tel lève les fonds, X lève les fonds, Y lève les fonds. Ça veut dire qu'après justement les élections présidentielles, on devrait aussi être au courant que par rapport à la levée des fonds que nous avons annoncé, nous avons récolté 30 millions. Voici comment nous avons dépensé ces 30 millions-là. Donc je pense qu'il est grand temps, par exemple, qu'au Cameroun, que pour une fois les députés prennent leurs responsabilités, comme ils n'ont pas l'habitude de proposer les lois, qu'un député prenne au moins une responsabilité, propose une loi qui pourra encadrer ces levées de fonds-là, parce que ça donne parfois l'impression que la population est abusée par ces levées de fonds-là, parce que généralement, on vous dit qu'on a levé les fonds, vous ne savez même pas combien de fonds le leader a levé. Parce que si on parle au cas des États-Unis, quand Donald Trump lève les fonds, on est au courant du montant qu'il a levé. Si on prend le cas du Cameroun, vous n'êtes jamais au courant du montant qu'on a levé et vous ne savez même pas ce qu'on a fait avec. À la fin, vous vous demandez si l'argent de ces fonds-là n'a pas servi peut-être pour construire une maison au village ou pour s'en acheter une voiture. Peut-être pas, nous n'irons pas jusque-là, Paul Stéphane. Jean-Dieu Vouna, c'est vrai que l'amour du fundraising bat son plein. Nous sommes en période de pré-présidentielle, mais les leaders, chacun y va de son appel à l'aide, quasiment. Est-ce que éthiquement, on évoque l'éthique en politique, est-ce que ça a un sens d'aller dans un domaine et tout de suite, même ceux qui n'ont pas une grande aura, une grande envergure, tout le monde fait un appel à l'aide et estime tout de suite qu'il faut être soutenu, il faut être encadré en allant dans un fundraising? Voyez-vous, le mode de financement des partis politiques dans nos pays africains est quand même dérisoire, il faut quand même le noter. C'est-à-dire que pendant les campagnes, qu'est-ce que le gouvernement, l'État apporte comme soutien par rapport aux activités du parti? Est-ce que ceux qui se disent même militants achètent les cartes, les adhérents et autres? C'est à faible coût. Il faut donc quand même noter qu'un parti politique, ça a des activités, c'est une vie, c'est une entreprise politique. Une entreprise politique doit vivre avec des
au quotidien. À la limite même, c'est une entreprise qui a des employés qu'il faut payer. C'est pas toujours... il y a des locations, il y a des réunions à faire, à tenir, il y a des publicités, il y a des publications. Oui. Il y a tout un armada de choses, d'activités qu'il faut mener tout au long de l'année ou alors de la vie politique. On ne voit pas que le leader. Et en Afrique, franchement, il faut dire que ce n'est pas facile. Alors, il faudra aller lorsqu'on a sollicité les militants et prendre leur argent et ne pas leur rendre compte. Non, il ne s'agit pas de cela. Je n'encouragerai pas. Je crois que Paul Stéphane a quand même épilé là-dessus. Il est question ici d'éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. C'est que c'est comme parti politique et sa vie au quotidien. Dans des pays pauvres comme les nôtres, où des fois les hommes d'affaires sont parfois pris en otage par les partis au pouvoir, où est-ce qu'un parti politique d'opposition peut-il trouver des moyens pour pouvoir vivre au quotidien, pour pouvoir mener ses activités, les réunions et autres? Ou même, dans un pays comme le Nord, je prends l'exemple du Cameroun, 360 communes, 10 régions, comment un parti politique peut-il mener une campagne sur toute l'étendue du territoire? Avec quels moyens? S'il ne perd pas dans ce que nous appelons aujourd'hui, c'est-à-dire la levée des fonds, auprès des entreprises, auprès des privés, auprès même des militants, des sympathisants et de ceux qui épousent leur projet politique ou leur idéologie. Je trouve ça assez normal. Seulement, nous avons à la tête de nos partis politiques beaucoup plus aussi des aventuriers. Là, je rejoins Paul Stéphane. Pourquoi? Parce que des gens parfois qui se disent qu'on ne voit qu'au moment des élections, de la campagne, par exemple cette année et l'année prochaine, c'est là où on parle de levée de fonds. Pourquoi on n'organiserait pas des galas et des levées de fonds 2 ans avant pour commencer à préparer déjà? Ça laisse donc entendre quelque part qu'il n'y a pas un sérieux, il n'y a pas vraiment une vision dans ce qui est en train d'être fait. On a l'impression que les choses sont faites de manière spontanée parce qu'on est à l'orée d'une élection, il faut forcément avoir de l'argent. Je pense que c'est pas... Là, ça commence à inquiéter dans une Afrique où aussi on a contrôle pas le flux financier, où on a le terrorisme qui est un peu partout dans nos pays, et ça inquiète sur ce plan-là parce que c'est un parti extrémiste que nous avons dans nos États, n'ayant pas une vision politique ou encore une idéologie, peuvent passer par ce lever de fonds pour financer le terrorisme et déstabiliser nos États. C'est là où le bas blesse, mais sur le plan même légitime et légal, je crois qu'il est normal de faire des levées de fonds pour qu'un parti politique... Merci Jean-Dieu Timothée Somba. L'amour du fundraising bat son plein selon l'attitude africaine. Je l'ai dit, chaque leader essaie de capitaliser sur des affidés en Occident. Les messages vont dans tous les sens. Grande campagne de collecte en France, en Belgique, en Hollande, en Suisse, je ne sais, quel autre pays. Mais faut-il pas s'inquiéter lorsque ces personnes, ces leaders-là, se positionnent vers la présidentielle? Un homme qui a été financé par ces fonds-là, n'est-il pas susceptible d'être redevable à ces financiers qui peuvent alors, dans le cas le plus difficile, être des financiers occultes? Faut-il s'inquiéter de ces financiers de la dernière heure qu'on ne voit pas pendant les 5 années, mais lorsque la présidentielle est annoncée, on voit des financiers, on voit des leaders aller à la rencontre de cela. Faut-il s'inquiéter de tous ces fonds et de leurs redevances? Il faut beaucoup s'inquiéter, ce sont des escrocs. Ce sont des escrocs déjà parce que cela est interdit par la loi sur le financement des partis politiques. Les partis politiques doivent tirer leurs fonds uniquement de leurs membres. Oui. La qualité de membre se matérialise par l'adhésion et par la possession d'une carte. Les sympathisants peuvent le faire à l'occasion de leur participation à un événement du parti. Oui. C'est-à-dire un grand meeting pour les inviter, et ils décident de financer séances tenantes. L'objectif ici étant la publicité de l'acte de financement. La loi portant régime des associations a prévu aussi des dons issus encore des membres. Ça veut dire quoi? Au-delà de la capacité financière de chaque militant, un président d'honneur, un militant qui a une certaine stature, qui a une certaine baraka financière,
peut décider de financer à la hauteur. Mais là, vous parlez de mécène. Est-ce que le mécénat... Non, le mécénat interdit. Oui. Pourquoi? J'allais justement à ce niveau. L'idée est de libérer les partis politiques de l'emprise des lobbies financiers. C'est pour ça qu'on interdit le financement occulte. Si vous êtes Stéphane Barga et que vous souhaitez soutenir le parti des familles que va lancer M. Evouna dans les prochains jours, l'opinion publique doit savoir que Stéphane Barga a décidé de financer le parti des familles. Ça permet à l'opinion publique d'observer les mouvements d'Evouna dans un futur proche. S'il vous accorde des largesses, on saura que c'était une forme de corruption. Oui. Si on observe une certaine proximité. Or, qu'est-ce que l'on observe avec les fundraising? C'est que ces levées de fonds se caractérisent beaucoup par l'opacité. On ne sait pas qui finance. On ne sait pas à quelle hauteur X ou Y finance. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font? Pour fuir la loi camerounaise, ils décident de ne pas organiser les levées de fonds ici, parce que pour organiser un appel à générosité publique au Cameroun, au sens de la loi de 1983, il faut nécessairement l'autorisation du MINAT. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'étranger, sous le fallacieux prétexte d'aller tenir des meetings, et ils organisent des conférences de levée de fonds. Or, la même loi sur le fonctionnement des partis politiques interdit de recevoir tout financement étranger. Oui. Et là, il faut faire très attention. Dès qu'un agent vient de l'extérieur, même s'il vient d'un Camerounais, qui n'est pas militant de votre parti, cet agent tombe sous le coup du financement étranger. Voilà donc des gars qui prennent l'avion, ils vont guérir des financements étrangers et vont venir bomber le torse ici. Lorsque le MINAT va les suspendre, ils vont crier à l'épuration politique. On n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Il ne faut pas s'inquiéter que la plupart des leaders et des principaux challengers... Il faut s'inquiéter. J'y viens. Ils sont dans la mode du fundraising. Ils sont dans la mode. Déjà, il faut dire qu'ils sont hors la loi. Et ils sont dans une mode dangereuse qui dénote d'une seule vérité. C'est la paresse. Un parti politique qui a une base militante forte n'a pas besoin d'un fundraising. Ce sont des partis politiques paresseux. Mais il faut quand même faire tourner la boutique. Ils n'ont pas de militants. Ils n'ont pas de militants. On fait comment pour faire des meetings à On n'entre pas dans la politique pour venir faire l'aventure. On entre dans la politique parce qu'on a une base militante. Oui. Même nous dans la presse. Vous les voyez là, les directeurs de publication qui font quasiment la marche. C'est parce qu'ils n'ont pas pensé leur projet. Il y a des journaux, vous me permettez de citer un, Mediapart vit de quoi? Uniquement des contributions des lecteurs. Oui. Le parti politique doit vivre des fonds des sympathisants et des militants. Lorsque je ne suis pas communicant du RDPC, qui n'est pas spécialement représenté sur ce plateau ce soir, mais je prends leur exemple. Lorsque le RDPC vous dit, de la base jusqu'au sommet, nous avons 2 500 000 militants. Ça veut dire qu'ils peuvent tracer, ils peuvent faire l'historicité de leur financement. Si chaque militant donne 500, ce sera tant. Citez-moi un seul autre parti au Cameroun qui vous a déjà donné l'effectif de son personnel. Ce sont donc des gens qu'on ne voit que lors de la présidentielle. Qui a vérifié ce que tu dis? On n'a pas besoin de... Qui a vérifié? Non. Je dis ceci. Ne nous emballons pas dans des polémiques. Ne nous emballons pas dans des polémiques inutiles. Parce que vous allez m'obliger... Même aux États-Unis. Ouais. Les partis politiques... Nous sommes au Cameroun, en Afrique. Non, c'est pas tout. La levée de fonds est encadrée. Je n'ai pas te dire ça. Moi, ça me pose un problème. S'il vous plaît, Jean-Dieu, vous m'avez laissé, monsieur. Je vais préciser mon propos. Très rapidement. La levée de fonds n'est pas interdite. Oui. La levée de fonds est encadrée parce qu'il faut, l'État doit avoir un droit de regard. Qui finance? À hauteur de combien il finance? Parce que ce qu'on lutte dans l'encadrement, ce contre quoi on lutte dans l'encadrement de la levée de fonds, c'est l'intervention des financements occultes. Ça veut dire quoi? Si vous avez une section du Parti des familles en Grande-Bretagne et que les militants britanniques du Parti des familles décident de mettre 1 milliard dans le Parti des familles, est-ce qu'ils ont besoin de se cacher? La liberté d'association, et qu'on ne se cache pas. Ils disent officiellement que nous, militants de Grande-Bretagne du Parti des familles, avons décidé de mettre
1 milliard. Tout le monde est au courant. Donc, il ne faut pas donner l'impression que j'ai dit que les levées de fonds sont interdites, mais elles sont encadrées pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement occulte et la dépendance des partis politiques ou des élus à ces financements. Merci Timothée. Jean-Maurice Mbok, la question du fundraising pose problème pour certains et est normal dans le fonctionnement d'un parti politique en termes de logistique, mais il faut quand même se poser la question de pourquoi seulement le timing. 2, 3, 4 mois de la présidentielle, on voit une flambée de fundraising. Pendant toute la période morte, on ne voit personne. Pourquoi ces leaders-là s'opérationnalisent dans cette démarche juste en ce moment? Et est-ce qu'ils ne sont pas inféodés aux financiers? Parce qu'on parle quand même de lobby puissant. Est-ce qu'un lobby, par exemple, de Meurs, ne va pas venir investir sur un candidat, lui donner les moyens et après lui imposer une orientation quant à justement ce qui a été proposé dans le fundraising? Oui, en fait, à la vérité, il faut encadrer tout ça. Et je crois que dans une société, le principe même, c'est d'encadrer tout ce qui est public. Oui. De manière à ce que les uns et les autres évoluent paisiblement. Moi, je vais rentrer un peu dans l'historique des fundraising qui ont naturellement commencé avec les différentes faillites des États qui avaient pour habitude d'appuyer le social, parce que ça a commencé dans le social. On appuie le social et à force d'essoufflement de certains États, les ONG, donc, qui étaient un peu comme le bras séculier des États dans le social, ont eu la permission de procéder par fundraising. Oui. Et à partir de là, il faut dire clairement que l'esprit du fundraising, c'est lever ce qui nous manque. C'est-à-dire qu'à la base, on a construit un projet. Mais l'argent manque pourquoi les politiciens? Bon, c'est pour ça qu'il faut rentrer dans l'esprit. Oui, donc, on a l'impression que c'est beaucoup l'argent qui manque. Voilà, dans l'esprit du fundraising, c'est lever ce qui nous manque. Lever ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut en termes de matériel, en termes de produits. Vous allez donc voir les ONG demander qui des vêtements, qui des savons, qui de l'huile, parce que c'est ce qui manque pour faire le travail sur le terrain. Ou alors, on a un budget de 10 000, mais on se rend compte que nous n'avons que 5 000. C'est là que l'esprit du mécénat même arrive. C'est-à-dire que le mécène vient et dit à l'État, c'était votre travail, vous l'avez délégué aux ONG qui ont besoin, alors on crée une compensation. Donc le fundraising a commencé avec le social, et avec le temps, surtout en Europe, il s'est diversifié. Vous avez des fundraising pour des musiques populaires, parce que les artistes sont entrés dans le fundraising. Et que ce soit la musique, que ce soit l'art, que ce soit le cinéma, il y a des films à succès qui ont été produits par le fundraising. Et puis les hommes politiques se sont dit, pourquoi pas nous? Oui. C'est une niche. C'est une manne aussi. C'est une manne aussi. Alors, pour revenir, Paul Stéphane parlait des États-Unis et même Dr Evuna, aux États-Unis, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de partis politiques chez eux. Parce que tout est contrôlé, mais à la lettre. Donc, quand le parti républicain de Donald Trump se lève pour faire un fundraising, ce n'est pas le président qui fait le fundraising, c'est le parti qui fait le fundraising. Souvenez-vous qu'en France, les républicains ont été poursuivis pour la non-justification de fundraising, et notamment M. Fillon. Donc, aux États-Unis, le parti dit la campagne du président va coûter tant. Il ne décide pas. C'est le parti qui décide. Ça va coûter tant. Il y a besoin de ceci, de cela, de cela. On rentre donc aux participations classiques que nos copanélistes ont présentées, les cartes d'adhésion, les membres, et puis les partenaires aux partis politiques. C'est-à-dire qu'ils sont connus, ils se déclarent, comme Timothée Soma disait, ils se déclarent, ils font une annonce publique de différents lobbies. Nous disent que nous on donne tel montant, et à charge aux partis d'accepter en fonction de leur cahier de charges. Donc ils ne prennent pas votre argent pour le prendre. Ce qui fait que quand tout est déjà rempli, on peut vous rembourser votre argent. Parce qu'on prend l'argent pour un travail précis. C'est pour ça que... Mais là, vous nous décrivez des attitudes qui ne sont pas les nôtres. Nous, on est en veille de présidentielle. Je suis en train d'arriver. On voit beaucoup de déploiements des acteurs qui interpellent. Non, le problème c'est que on copie mal ce que les autres font. C'est là le problème qu'on a. J'expliquais ça pour que vous compreniez pourquoi je dis qu'on copie mal. Parce que si l'idée seulement qu'on copie mal, vous n'avez pas de quoi je parle. J'explique d'abord d'où ça vient, comment ça s'est passé, comment on en est arrivé là. C'est que les partis politiques, à un moment donné, les militants peuvent être fâchés. Ils disent qu'ils ne contribuent pas.
Mais c'est les mêmes militants lors des congrès qui arrêtent la feuille de route du parti. Contrairement à chez nous où on fait le congrès pour élire quelqu'un simplement, chez eux, c'est pour la vie du parti dans sa globalité. Je ne dis pas que les partis n'ont pas une construction de vie, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que dans leur logique, le parti, le congrès ouvert a une feuille de route. Voilà où on veut aller. Voilà ce qu'il nous faut. Comment on lève l'argent? Vous avez des militants qui disent, à côté des 500 francs classiques, je peux ajouter tel montant, parce que l'objectif à atteindre est celui-là. Quand donc l'esprit du compte rendu est si bien fait, si bien organisé, en Occident, il n'y aura jamais un problème de fundraising. Parce que c'est le parti qui vous avez bien défini maintenant, le contexte chez nous, Stéphane, le premier problème, c'est qu'on a mal copié ce que les autres font. Le deuxième problème, c'est qu'on n'a pas l'esprit de rendre compte. Je vais tirer un peu sur le RDPC. Est-ce que vous savez que les opérations comme l'opération coup de cœur, on ne nous a pas rendu compte. Sur le RDPC. Mais l'État, attendez, l'État a ajouté de l'argent pour atteindre les objectifs. Parce que quand le chef d'État lance un projet comme le coup de cœur, c'est pour le bien des Camerounais. Beaucoup ont contribué. Mais on ne dit pas que ce n'était pas suffisant. L'État est obligé de se battre pour atteindre les objectifs. Et vous allez entendre de mauvaises langues dire « Oh, mais ils ne nous ont pas rendu compte. » Ils n'ont pas dit ce qu'ils ont pris. Pourquoi? Parce que la culture de rendre compte n'est pas camerounaise. Et il faut aujourd'hui que cette culture-là vienne. Le malheur de ces différents partis politiques, c'est que les Camerounais aujourd'hui ont ouvert les yeux. Ils savent comment ça se passe ailleurs. Donc, les voir venir lever les fonds sans expliquer à quoi ça va servir, comment ça va servir, c'est tout de suite vu comme de la malhonnêteté, même pour les partis qui sont sincères. C'est vu comme de la malhonnêteté. Donc aujourd'hui, il est encore temps que ces partis politiques-là s'organisent, comme Simon Timothée disait pour le RDPC, et soient à même d'expliquer leur cahier de charges, leurs besoins, leurs urgences, et puis là, naturellement, les Camerounais sauront que si on donne 1000 francs, 10 000, on atteint 100 millions, on sait ce qu'on veut voir sur le terrain. Stéphane, je sors pas, il faut être sérieux. La campagne électorale, surtout présidentielle, coûte cher. Énormément. Ça coûte beaucoup d'argent. Oui. Il faut donc que ces partis apprennent à élaborer un plan de travail pour dire, en termes de communication télé, il nous faut tel montant. Communication presse, il faut tel montant, déplacement d'une ville à une autre, une autre, il faut tel montant, mieux structurer le budget. Et c'est le budget que vous présentez pour lever les fonds. Merci. Simon Messengue, on va être raisonné par l'absurde. Sortons un peu du volet politique. On a vu il y a quelque temps un parti, période Covid, qui lui aussi a estimé qu'il fallait être proche des populations, qui organisait un grand fundraising, qui a même eu beaucoup de succès, mais malheureusement qui est resté comme une pilule amère à avaler. Pour ceux-là qui justement se sont essayés dans ce fundraising, on a parlé de bugs, l'argent a disparu. Les Camerounais qui avaient cru à ce projet se sont mordus les doigts. Est-ce qu'à ce niveau-là, on ne pourrait pas interpeller l'État qui a laissé faire? Non, vous savez, l'État, c'est la résultante du peuple camerounais, d'un peuple. Oui. L'État, c'est 4 entités. C'est le territoire, la population, l'autorité politique et la reconnaissance internationale. De ce fait, évidemment, l'État a bloqué un certain nombre de comptes. Vous savez très bien que le MINAT a bloqué un certain nombre de comptes. Parce que vous faites des levées de générosité publique, mais en fait, il y a une certaine opacité. Et donc, vous dites qu'il y a eu bug informatique, l'argent a disparu. Très bien. Je voudrais dire une chose qui est plus grave encore. Je souscris entièrement à ce que Timothée Somba a dit. Quand vous faites des levées de fonds internationaux sur une élection interne à un État, qui a l'argent a le pouvoir. Oui. Qui paye comment? Vous faites des levées de fonds internationaux. Vous prenez les fonds des gens, c'est pour que vous fassiez leur volonté. Je prends un cas de figure. Un homme politique va faire un meeting en France. Je rappelle que le plus gros électorat de la diaspora, c'est au Gabon. Ce n'est pas en France.
Ça veut dire que si vous voulez même haranguer les foules, prioritairement, vous irez d'abord. Peut-être c'est aussi ça l'objectif. La France, c'est parce que certains croient que c'est la meilleure patrie. Et donc, de ce fait, ils ont intérêt. C'est-à-dire que je voudrais dire que le tissu économique français a intérêt à contrôler l'élection au Cameroun. Parce qu'il y a eu des dégringolades des actions de la France. Vous nous amenez sur un terrain où non, vous devez comprendre. Non, vous comprenez pourquoi certains vont faire des meetings en France. On parle de fundraising. Bien sûr, ils vont faire des meetings pour faire des levées de fonds là-bas. Vous croyez que c'est pourquoi? C'était l'agenda? Bien sûr. Je vous dis une chose, en 2020, les gens vous disent qu'ils ont de l'argent pour déstabiliser au Cameroun. Il faut voir comment cet argent doit entrer. Ces opérations de blanchiment d'argent. Donc, vous prenez, ce sujet que vous prenez n'est pas un sujet simple. En fait, le Cameroun a des richesses que l'autorité en place ne veut pas brader. Les gens vous disent, nous on va être président, quitte à brader comme on veut. Et ils vous disent qu'ils sont allés faire un meeting en France. Vous les journalistes, pourquoi faire? Nous avons l'électorat de l'étranger, c'est moins de 2% de l'électorat. Écoutez, je suis avec vous montrer des leaders politiques. Je suis dans non, à capter ces fonds. Non, par exemple. Ils n'ont pas à capter ces fonds parce que c'est illégal. C'est même illégal. Le financement des partis politiques sont clairs. Pour le cas du RDPC que je connais mieux, il y a 3 leviers. Le premier levier, c'est la contribution des militants. Le deuxième levier, c'est la contribution de l'État. Parce qu'en fait, l'État subventionne les partis politiques. Tous les partis politiques. Non, pas tous. Ceux qui ont des élus. Les élus, je crois qu'un conseiller municipal, je crois que c'est 2 millions par an, c'est pas très bien. Mais c'est clair. Troisièmement, les gadgets. On vous dit que, même quand vous voyez un militant du RDPC porter un tissu, ça a été payé par un grand élu qui vient aussi pour, sur le plan local, voir comment il peut avoir on appelle ça comment, un pouvoir politique quelconque. Et de 3, il y a également, je crois, SFF est dans l'international socialiste. C'est bien traçable et c'est bien connu. Vous ne partez pas. Parce que c'est ce qui s'est passé. Vous voyez aujourd'hui la crise anglophone s'est envenimée. Pourquoi? À cause des choses comme ça. Des gens lèvent des fonds. Ils vous disent même, ils menacent même l'État. Ils vous disent que si vous n'acceptez pas ma candidature, les gens vont mourir. Pourquoi ils vont prendre les fonds où? Le sujet que vous mettez là est bien plus délicat que vous ne pensez. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on veut? Ce n'est pas forcément la démocratie au sens premier du terme. Les gars veulent contrôler les richesses de du continent le plus riche du monde à travers les pays. Et donc, vous avez vu des pays faillis comme ça, là, il y a des pays comme la Côte d'Ivoire. On vous dit que, le Conseil constitutionnel a dit que c'est tel qui est président. On vous dit un mois plus tard que non, c'est tel autre. Là, nous sommes dans l'histoire du président Gbagbo et, très bien. Et tout ce qui a suivi. Je ne veux pas revenir là-dessus. Je suis d'accord avec vous, Bala. Je suis d'accord avec vous. Pour nos frères ivoiriens. Je sors de là pour vous faire comprendre que, en réalité, quand les États disent qu'ils ne veulent pas de financement extérieur, vous ne pouvez pas financer quelque chose que vous n'adhérez pas. J'adhère le RDPC. Il y a des grands financiers, c'est-à-dire qu'il y a on appelle ça des grands contributeurs. Par exemple, je sais que je suis un bailleur de fonds. Moi, je veux par exemple transformer la poubelle en ordure. Comme on dit, ordure. Je dis, ok, si je finance le RDPC, à l'intérieur, ils peuvent me donner tel pan pour réussir à transformer ce plan de développement tel pan. Même aux États-Unis, le complexe industriel, le complexe de l'armement. Finalement, la plupart du temps, peut-être les républicains. Tout à fait. C'est un complexe intérieur aux États-Unis. Ce n'est pas des fonds qui... Vous croyez qu'un parti politique des États-Unis peut accepter le financement de la Chine? Ce n'est pas possible. Et donc, ce fait, attendez, parce que justement, ce sont des financements qui viennent pour déstabiliser. Et donc, il faut que l'État arrête cette histoire-là
Parce que en fait, ces partis politiques qui remplissent les plateaux de télévision chaque fois, vous disent qu'ils ont des militants partout jusqu'à Kolofat et autres. Le moment venu, on vous dit ok, parce que nous à RDPC, on vous dit que voilà, la campagne électorale c'est telle. Nous ne sommes pas encore en campagne. On mobilise, oui, nous sommes en campagne. On vous dit que voilà comment ça fonctionne. Même aux États-Unis, comme au Cameroun, on vous dit que au RDPC, on vous dit que la campagne va coûter 10 milliards. Les militants vous déposez 10 milliards. Pas toujours. Et je vous dis, vous l'avez dit que c'était faux. Faut laisser ça. Dans le sommier politique, non, écoutez, vraiment, non, il a dit quelque chose qui n'était pas vrai. Dans le sommier politique, oui. sommier politique 2021, Oui. le nombre de militants comptabilisés, comptabilisé veut dire que vous êtes à jour avec vos contributions. Vous nous avez prouvé. Vous pouvez nous sommes dans l'émission. Nous sommes dans une émission. Il est approximatif. J'apporte les éléments. Je dis ceci. On a comptabilisé 3 272 000 militants avec leur carte et leur cotisation. Bon Dieu. Les données sont où? Écoutez. Je l'ai donné, vous savez de quelle est la et la vérité, c'est que ce qui est mauvais aussi, c'est ce qui est mauvais. Le public qui est mauvais avec les leaders d'opinion au Cameroun. Ramenez le public, c'est qu'en fait, vous tournez tout en dérision. Je vous dis, on ne tourne pas tout. Non, écoutez très bien. Vous voulez les données du RDPC, vous savez où les trouver. Nous vous disons donc ceci. Mais rendez le public comme vous exigez, comme vous rendez le public, vous parti. Vous ne pouvez donc pas tourner une donnée en dirigeant lorsque vous n'avez pas d'éléments. Mais vous représentez les éléments. Bien maintenant, vous apportez au contraire. Alors, et donc, c'est fait. Si vous voulez éduquer la population, éduquer les partis politiques, reconnaissons une chose, il y a 3 mécanismes de financement. Je sors par là. Merci. Première des choses, la cotisation des militants. Deuxième des choses, la cotisation des grands militants. Troisième des choses, les fonds venus de l'État sous forme de subvention. Très bien. Merci, merci. Je vais prendre le dernier avis qui sera celui de Paul-Stéphane Mononga qui va nous faire une analyse sur le timing de ces fundraising. Pourquoi c'est maintenant? Le politologue parle. C'est maintenant parce qu'il y a un objet. Je ne suis pas très d'accord avec Simon Métingué. Je suis d'accord avec lui que les financements ne doivent pas venir de l'extérieur. Oui. Mais je ne suis pas d'accord avec lui parce que même s'il a 3 272 000 électeurs, ils ne peuvent pas financer la campagne présidentielle du RDPC. Dans aucun parti au monde, l'achat des cartes ne réussit à financer une campagne électorale. L'achat des cartes, permet de faire fonctionner le parti au quotidien. Je suis d'accord, les grands contributeurs. Je vais arriver pour vous montrer là où je ne suis pas d'accord, parce qu'il faut contextualiser notre débat. On est en Afrique. Voilà. Et dans les États africains, les partis au pouvoir s'arrangent souvent à castrer, je l'ai dit, des acteurs financiers qui peuvent être les financiers des partis d'opposition. Oui. Le redressement fiscal, oui, s'associer, porter, castrer, je suis obligé de faire l'autre. Je suis d'accord. Quand vous faites une analyse sociologique de la scène politique des États africains, vous allez vous rendre compte que quand vous êtes un homme d'affaires, vous ne pouvez pas difficile d'assumer votre financement à un parti d'opposition. On a souvent l'impression que la plupart des hommes d'affaires, par peur de représailles, sont obligés soit de financer le parti au pouvoir et de ne pas s'afficher avec les partis d'opposition. Ça pose un problème de fond. Oui. Il y a, j'ai envie de dire, il y a l'environnement et la géométrie variable. Oui. Citez-moi un entrepreneur ou citez-moi 10 entrepreneurs aujourd'hui, par exemple au Cameroun, qui peuvent se lever et dire que je finance le MLC. Merci. Tu gagnes les marchés. S'il vous plaît. L'État, c'est du gouvernement. S'il vous plaît. Oh là là. L'État, c'est le Cameroun fait le spoil system. Voilà. Ça veut dire quoi? Dans tous les pays du monde, c'est le gouvernement des partis politiques. Donc la partitocratie n'est pas une spécificité africaine. C'est le gouvernement des partis politiques. Les partis politiques, lorsqu'ils accèdent aux affaires, fabriquent des champions. Au Cameroun, on fabrique les hommes d'affaires. Ils ne tombent pas du ciel.
C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que les hommes d'affaires prennent la carte de membre du parti qui est au pouvoir. Sylvestre Mouchingue. Non, c'est pas non. Non, c'est officiel. Non, on ne cite pas le nom. Je préfère que Sylvestre Mouchingue a déposé 180 millions lors d'un meeting RDPC à Bafoussam. C'est un financement, c'était officiel. C'est pour ça que j'ai dit, ne donnons pas l'impression qu'on ne veut pas que les partis d'opposition aient des financements. Tout ce qu'on demande à tout le monde, même aux partis au pouvoir, c'est d'être transparent dans la captation des fonds. Il y a une question qui est en suspens. Pourquoi maintenant? Je l'ai dit dans mon propos, l'élection présidentielle au Cameroun est l'élection la plus facile à gagner. Parce que c'est des individus qui vont convaincre le peuple. C'est là où tout le monde, que les faibles partis peuvent exister. Parce que dans les élections locales, c'est un fils du village. Merci. Et le RDPC s'est arrangé à avoir les meilleurs fils de Simon Messende, 1 minute top pour nous. 3 secondes consommées. Je ne veux même pas 1 minute. J'ai entendu des gens dire ici que tous les financiers sont contrôlés par les partis. Je voudrais dire, qui a écrit, qui a proposé au code électoral? C'était le cabinet Brain Trust, non? Il me semble. Ce cabinet-là, qui gère le cabinet-là? Le cabinet de quoi? Hein? Il était Brain Trust qui a proposé le code pénal au moment où il était au pouvoir. Il n'a jamais été c'est malhonnêteté. Non, attendez, et c'est ça, c'est avec vous, c'était même pas. Certaines personnes veulent faire comprendre aux gens. L'honorable Biba qui a la chaîne H3 n'est pas il faut être placer des rochers qui étaient difficiles. Restons à l'essentiel, puisque à ce niveau, on va se perdre. Nous sommes en Afrique. Sur ce plateau, on dit pour être prix Nobel de la paix, il faut être aussi expert en lutte contre la corruption. Les deux vont ensemble. Mais est-ce qu'ailleurs, les mêmes critères sont imposés? On parle, est-ce que aux États-Unis, il n'y a pas de corruption? On a vu Barack Obama, prix Nobel. Est-ce que ailleurs, en Turquie, en Liban, est-ce que il n'y a pas de corruption dans ces pays-là pour qu'eux ils soient prix Nobel et nos chefs d'État? Vous savez, nous au village, on dit que si tu ne connais pas tes origines, tu ne peux pas savoir où tu vas ou jusqu'où tu peux aller. Je veux qu'on parle des origines du prix Nobel. Moi, je voudrais qu'on reste sur la problématique africaine. Comprendre l'esprit. C'est important dans ce moment. Stéphane, vous savez, parfois on fait un problème où il n'y a pas de problème. Je vous dis, quand vous avez compris la raison de la création du prix Nobel, Nelson Mandela reçoit le prix Nobel parce qu'il a passé toute sa vie à combattre. Un chef d'État qui vient pour 5 ans, 7 ans, il va devant le peuple pour dire je m'engage à m'occuper de vous. Je m'engage à prendre soin de vous. Donc ce qu'il fait est dans son mandat. Ici, on veut récompenser les personnes exceptionnelles. Il y a la corruption, nous sommes d'accord. Certaines chercheuses, nous sommes d'accord. C'est leur affaire, n'oubliez jamais ça. Nous sommes encore d'accord. Comme le ballon d'or. C'est les Français qui décident qui est ballon d'or ou pas. Donc, jouez comme vous voulez jouer. Il y a un côté subjectif et très peu d'objectivité. Vous voulez que les chefs d'État soient érigés en héros, en modèle. Pourtant, ce n'est pas la vocation d'un chef d'État. Le prix Nobel est pour les chercheurs, comme Timothée Somba. C'est pour ça que c'est fait à la base. Le prix Nobel qui trouve que, effectivement, justement sur cette question-là, lui-même, il est inquiet de ce que, comment le Nobel a pu éviter un tel client qui fait l'unanimité, tout au moins en Afrique au sud du Sahara. Merci. Stéphane. Ultime combat du grand Nobel africain. Merci Simon Messengue. Alors, moi j'ai envie de compléter. On va faire un dernier, dernier tour. J'ai envie de compléter ce que Simon vient de dire. C'est-à-dire que pour mon souhait, franchement, pour l'Afrique, c'est qu'on ne se contente plus de dénoncer, mais qu'on assume. Nobel a décidé de créer de son chef. Le prix Nobel n'a pas consulté quelqu'un. Oui. Mais c'est la communication, c'est l'adhésion des autres qui a permis que ce soit ce que c'est aujourd'hui. Simon Messengue peut, à partir de ce qu'il a déjà fait, parce que Nobel s'est appuyé